Et si je te disais que le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, n'a peut-être jamais eu l'intention de mettre fin à la guerre, que derrière chaque missile lancé sur Gaza, il ne cherchait pas la sécurité d'Israël, mais la sienne. Depuis des mois, le monde regarde un conflit sans fin, mais ce que peu comprennent, c'est que cette guerre est devenue l'arme d'un seul homme pour sauver son trône. Israël n'est plus seulement en guerre contre Gaza, il est en guerre contre lui-même. Un peuple divisé, une armée fatiguée, un pouvoir qui s'effrite. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va bouleverser ta perception de ce conflit. Avant qu'on commence, like cette vidéo, abonne-toi à Oui Musulman et écris en commentaire. La vérité finit toujours par se révéler. Fais-le pour que ce message touche un maximum de monde. Depuis plus de 70 ans, Israël brandit toujours le même mot pour justifier ses bombardements, ses occupations et ses massacres, sécurité. Ce mot magique, répété dans chaque discours, chaque communiqué de presse, chaque défense officielle, est devenu une armure morale derrière laquelle se cache une réalité beaucoup plus sombre. On parle de défense, mais sur le terrain, c'est un autre tableau. Des quartiers entiers de Gaza réduits en poussière, des familles entières rayées des registres civils, des enfants qui grandissent sans maison, sans école, sans avenir. Et à chaque fois, les médias occidentaux répètent la même ligne. Israël se défend. Pourtant, qui attaque vraiment qui? Peut-on encore parler de défense quand un peuple est privé d'eau, d'électricité et de liberté depuis des décennies? Aujourd'hui, ce récit s'effondre peu à peu. Le monde n'y croit plus. Les images de civils fuyant sous les bombes, les témoignages de médecins à bout de force et les chiffres des morts qui ne cessent d'augmenter brisent le silence. Même parmi ses alliés les plus fidèles, le doute s'installe. En Europe, les voix critiques se multiplient. Aux États-Unis, des élus commencent à remettre en question le soutien aveugle à Tel Aviv. Le langage officiel de la sécurité ne suffit plus à masquer les crimes. Ce n'est plus une question de politique, mais d'humanité. Et pendant que le masque tombe à l'international, une autre crise, plus profonde encore, ronge Israël de l'intérieur. Les divisions, la colère, la peur et la perte de confiance minent le pays de l'intérieur. Car si à l'extérieur le monde se détourne, à l'intérieur la fissure devient béante. Benjamin Netanyahou aime se présenter comme le bouclier d'Israël, le seul capable de protéger son peuple face aux menaces extérieures. Mais derrière cette image de chef fort et patriote, se cache une vérité bien plus froide. Il ne protège pas son pays, il se protège lui-même. Depuis 2020, il est empêtré dans plusieurs affaires de corruption, de fraude et d'abus de pouvoir. Des dossiers explosifs qui, sans son statut de Premier ministre, pourraient le conduire tout droit devant les tribunaux. Il le sait, perdre le pouvoir, c'est perdre le contrôle. Car tant qu'il est à la tête du gouvernement, il peut influencer, retarder, voire bloquer les procédures judiciaires. Mais s'il tombe, il devient un homme ordinaire face à la justice. Et pour un homme comme lui, c'est une défaite pire que la mort politique. Alors Netanyahou a trouvé sa stratégie, transformer la guerre en bouclier. Tant que les sirènes d'alarme retentissent, tant que les missiles pleuvent sur Gaza, il reste indispensable. Il brandit la peur pour justifier sa présence, prétendant que seul lui peut maintenir la sécurité du pays. C'est une mécanique cynique mais terriblement efficace. Plus le conflit s'intensifie, plus il s'accroche au pouvoir. Chaque appel au cessez-le-feu est rejeté, chaque proposition de négociation est étouffée. Même les familles d'otages israéliens, celles qui réclament désespérément la fin du sang versé, sont ignorées ou accusées d'être manipulées par l'ennemi. Dans son esprit, la paix n'est pas une solution, c'est une menace personnelle. Les membres de sa coalition le savent aussi. Son gouvernement repose sur un équilibre fragile, dominé par des partis d'extrême droite qui réclament toujours plus de violence, toujours plus d'expansion. Si la guerre s'arrêtait, ces partis retireraient immédiatement leur soutien, entraînant la chute du gouvernement. C'est pourquoi Netanyahou ne peut pas se permettre la paix. Elle signerait sa propre fin. En réalité, chaque discours guerrier, chaque opération militaire, chaque attaque contre Gaza n'a qu'un seul but, prolonger son règne. Derrière les grands mots comme sécurité ou patriotisme, il y a une manœuvre politique calculée, presque désespérée. Et plus le conflit s'étire, plus le pays s'enfonce.
L'économie vacille, les familles sont brisées, la société israélienne se divise. Mais pour Netanyahou, ce chaos n'est pas un échec, c'est une nécessité. Le désordre extérieur lui permet de garder le contrôle intérieur. Tant que le peuple a peur, il ne se retourne pas contre lui. Tant que les bombes explosent, il reste le chef en temps de guerre. C'est une stratégie immorale, mais terriblement efficace. Et c'est là que se trouve toute la tragédie. Cette guerre aurait pu s'arrêter depuis longtemps. Mais elle continue, non pas pour protéger Israël, mais pour protéger un seul homme. Chaque bombe sur Gaza est un jour de plus à la tête du pouvoir. Chaque mort, un silence de plus dans ses tribunaux. Mais cette fois, la fracture ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du cœur même d'Israël. Ce n'est plus seulement la société palestinienne qui souffre, c'est la société israélienne elle-même qui se fissure. Selon les derniers sondages, près de 74% des Israéliens réclament un accord de paix et la libération immédiate des otages. Ce chiffre dit tout. La majorité du peuple en a assez. Assez des promesses creuses, assez des guerres sans fin, assez d'un gouvernement qui ne cherche plus la paix, mais la survie politique. Et ce ras-le-bol se manifeste dans les rues. Chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes descendent à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Ramenez nos enfants » ou « Assez de sang ». Les foules sont immenses, unies par la colère et la fatigue. Ces manifestations ne sont plus marginales. Elles rassemblent toutes les classes sociales, toutes les générations. Des familles de soldats disparus marchent aux côtés d'étudiants, de rabbins et même d'anciens militaires. C'est une image inédite dans l'histoire du pays. Les Israéliens qui autrefois suivaient les ordres, sans discuter, commencent à douter de leurs dirigeants. Les ONG israéliennes, souvent accusées de trahison par le pouvoir, publient désormais des rapports accablants. Elles parlent de crimes de guerre, de punitions collectives, et pour la première fois, osent employer le mot génocide. Ce mot, dans la bouche d'Israéliens, fait trembler le gouvernement. Le malaise gagne aussi les institutions les plus fermées. Plus de 600 anciens officiers de l'armée, du Mossad et du Shin Bet ont signé une lettre ouverte appelant à la fin de la guerre. Des généraux à la retraite, des chefs d'état-major, des agents de renseignement. Tous dénoncent une dérive qui détruit non seulement Gaza, mais aussi l'âme d'Israël. Certains affirment que l'armée n'est plus qu'une machine brisée, épuisée par des mois de guerre sans sens. Les soldats rentrent traumatisés, incapables de justifier ce qu'ils ont vu ou fait. Beaucoup quittent le service, d'autres refusent simplement d'obéir. Des scènes impensables il y a encore quelques années. Des militaires qui posent leurs armes en plein front. Des unités entières refusant d'entrer dans Gaza. Même parmi les religieux, la fracture est profonde. Des rabbins appellent publiquement à la fin des hostilités, invoquant les principes moraux du judaïsme contre l'horreur de la guerre. Des jeunes ultra-orthodoxes refusent d'être enrôlés, préférant l'emprisonnement à la participation au massacre. Dans certaines communautés, ces refus provoquent des divisions familiales, des violences, des arrestations. L'armée, autrefois perçue comme l'institution sacrée de la nation, est désormais un symbole de honte et de désillusion. Des mères pleurent leurs fils, des soldats posent leurs armes, des rabbins prient pour que la folie s'arrête. Pour la première fois, Israël se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Et pendant que la division s'installe à l'intérieur, le monde entier s'éloigne. L'image d'Israël, autrefois présentée comme celle d'une démocratie solide au cœur du Moyen-Orient, se fissure désormais sur la scène internationale. Les alliés historiques tournent le dos les uns après les autres. En Europe, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont pris position ouvertement, exigeant des sanctions économiques et politiques contre le gouvernement israélien. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a dénoncé publiquement les massacres à Gaza et appelé à un embargo sur les armes. En Irlande, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient et le Parlement discute d'un possible gel des relations diplomatiques. Même au sein de l'Union européenne, des voix s'élèvent pour réclamer la suspension des accords commerciaux avec Tel Aviv. Le boycott, autrefois tabou, devient peu à peu une réalité. Des pays menacent d'exclure Israël de compétitions sportives internationales, de rencontres diplomatiques et même d'événements culturels. Dans plusieurs capitales occidentales, des artistes, des intellectuels et des athlètes refusent de collaborer avec des institutions israéliennes.
Le mot apartheid s'impose dans le discours médiatique et la propagande officielle ne parvient plus à contenir la vague. L'État hébreu, qui se voulait un modèle de modernité et de résilience, se retrouve désormais isolé, stigmatisé, rejeté. À ce désastre diplomatique s'ajoute une crise économique sans précédent. Les attaques menées par les Houthis du Yémen sur les routes maritimes ont paralysé une partie du commerce israélien. Les navires évitent la mer Rouge, les coûts logistiques explosent, les importations ralentissent. Les entreprises ferment, les investisseurs fuient. Les caisses de l'État se vident à mesure que la guerre engloutit des milliards de dollars chaque mois. Les familles israéliennes paient le prix fort. Inflation record, chômage en hausse, pouvoir d'achat en chute libre. Cette guerre qui devait renforcer la sécurité d'Israël affaiblit désormais tout le pays. Ce n'est plus une guerre contre Gaza. C'est une guerre contre le temps, contre l'économie et contre la vérité. Derrière le sang et les ruines, certains voient une opportunité. Pour une partie de l'extrême droite israélienne, Gaza n'est plus seulement un territoire en conflit, c'est un terrain à conquérir, à remodeler selon leurs ambitions. Les bombardements et les destructions deviennent ainsi le prélude à un projet bien plus cynique. Transformer une terre meurtrie en zone de colonisation, en quartier résidentiel pour colons et en terrain exploitable économiquement. La guerre, qui devrait être un moyen de sécurité nationale, se mue en un véritable business politique où chaque opération militaire est calculée pour renforcer des intérêts privés et préparer l'avenir. Des contrats de reconstruction, des concessions foncières, des projets immobiliers, tout est planifié comme un investissement. Les politiciens et les entreprises liées à cette idéologie voient dans chaque décombre une promesse de profit. Les maisons détruites deviennent des parcelles à revendre, les infrastructures rasées, un prétexte pour imposer de nouveaux projets de développement. Le cynisme est frappant. Ce qui devrait être une tragédie humaine devient une opportunité économique et un levier pour consolider le pouvoir. Dans ce contexte, la guerre cesse d'être un simple conflit. Elle devient un marché où la vie humaine est subordonnée à des intérêts politiques et financiers. Chaque bombe tombée, chaque famille déplacée, chaque école détruite est comptée non seulement en victimes, mais aussi en potentialité de spéculation et de profit pour certains. Et tandis que les civils souffrent et que le monde observe, le calcul politique continue, froid et méthodique. Quand la guerre devient un marché, la paix n'a plus de prix. Les enfants, les familles et les générations entières sont sacrifiés sur l'autel d'intérêts privés et d'ambitions personnelles. Gaza n'est plus seulement une terre occupée, elle est devenue un symbole de la corruption morale et de l'avidité qui prospère derrière le chaos. Mais aucun pouvoir ne résiste éternellement à la vérité. Benjamin Netanyahou se retrouve désormais isolé, même parmi ceux qui l'ont soutenu pendant des années. Ses alliés historiques, fatigués de ses manœuvres politiques et de son obstination à prolonger la guerre, commencent à se détourner. La coalition autrefois solide vacille et des voix influentes qu'il avait portées au pouvoir critiquent ouvertement ses choix. Dans les rues d'Israël, la colère gronde. Le peuple réclame des élections, exige la fin des hostilités et refuse de rester complice de décisions qui coûtent la vie à des centaines de civils. À l'international, la pression s'intensifie. Les gouvernements, les ONG et les observateurs réclament que Netanyahou soit tenu responsable, non seulement pour la corruption qui le poursuit depuis des années, mais également pour les crimes de guerre commis sous son autorité. Chaque déclaration officielle, chaque rapport, chaque condamnation publique renforce l'idée que sa chute est inévitable. Le poids de la vérité devient trop lourd à porter et même la propagande ne peut plus masquer l'échec. Ce n'est plus une guerre entre Israël et Gaza. C'est une guerre entre un homme et sa conscience. Et dans ce combat-là, il a déjà perdu. Chaque décision qu'il a prise pour protéger son pouvoir le rapproche de sa fin politique, et peut-être même de la justice qu'il a si longtemps cru pouvoir échapper. Si tu veux que cette vérité continue à être révélée et que des voix courageuses puissent te raconter ce que d'autres taisent, soutiens la chaîne de l'œil musulman. Like cette vidéo pour montrer que tu refuses le silence face à l'injustice. Écris en commentaire. La vérité finit toujours par se révéler. Pour que ton avis compte et inspire les autres, partage-la avec tes amis, ta famille ou dans tes groupes.
afin que le monde comprenne que la guerre n'est jamais ce qu'elle paraît être. Ici, on ne ferme pas les yeux sur l'injustice, on les ouvre.